tous n'ont pas les moyens de la posséder. En effet, nous avons rencontré Charlotte Demétrache, une jeune patiente atteinte d'une dégénérescence de la rétine. Elle nous informe qu'une révolution médicale lui a permis de surmonter son handicap. Et nous découvrons à travers elle l'œil bionique. Nous sommes donc en mesure de nous demander si l'œil bionique a-t-il réellement permis à Charlotte de surmonter sa cécité et par quels moyens. Nous avons donc rencontré Charlotte Demétrache qui s'est fait poser un œil bionique. Celle-ci s'est fait poser un œil bionique à 30 ans, en novembre 2015. C'est donc la plus jeune implantée d'Europe. Elle était non-voyante depuis 10 ans. En effet, celle-ci a perdu la vue suite à une rétinite pigmentaire entre ses 12 et ses 20 ans. Mais cependant, elle arrivait à percevoir des variations lumineuses et n'était donc pas aveugle, et elle pouvait quand même conduire ses enfants à l'école ou encore pratiquer sa passion, l'équitation. Elle n'était donc pas très motivée à l'idée de faire cette opération, et ce sont donc ses proches qui l'ont incitée à le faire. Elle est aujourd'hui équipée d'une prothèse de Argus. C'est une prothèse épirétinienne qui a été développée par le labo américain Second Sight. Et grâce à celle-ci, elle arrive à avoir une forme de vue en noir et blanc avec 60 pixels, et elle peut percevoir les contours ou encore les formes. Par exemple, grâce aux nuances de gris, elle peut distinguer une pomme verte, une pomme rouge, des choses comme ça. Cette opération coûte 97 000 €, mais grâce à l'article Innovation 165.1 du Code de la Sécurité sociale, celle-ci a été entièrement remboursée. Et du coup, elle a pu bénéficier de cette avancée technologique. Et l'opération a duré 4 heures et s'est déroulée au CHU de Bordeaux par l'Institut ophtalmologique du professeur Koroulénic et Marie-Noëlle Joliet. Et suite à cette opération, Charlotte Demétrache a dû suivre environ 10 séances d'orthoptisme pour pouvoir s'habituer à la prothèse. Et elle peut désormais voir normalement. Cependant, un des problèmes qu'on pourrait imaginer est l'autonomie de la batterie qui est de 3-4 heures, mais ce à quoi Charlotte Demétrache nous a répondu que ce n'était pas un problème, car cette prothèse la fatiguait très rapidement. Donc je vais maintenant vous parler de la composition de l'œil. Donc l'œil est un organe vital pour l'être humain car il lui permet de voir son quotidien. Donc il se compose premièrement de la cornée, ici, qui est une couche fine à la surface de l'œil. C'est la première lentille convergente naturelle de l'œil car grâce à sa forme courbe, elle focalise en fait tous les rayons lumineux qui arrivent de l'extérieur sur la rétine ici. Voilà. Après nous avons la pupille que l'on voit là, coloriée sur le cristallin, qui est un diaphragme qui se rétracte pour focaliser la lumière sur une partie spécifique de la rétine. Cette pupille agit sous l'action de l'iris, qui est un sphincter qui se contracte plus ou moins pour ne pas laisser rentrer trop de lumière dans l'œil et pour ne pas abîmer les cellules photoréceptrices de la rétine. Nous avons aussi également le cristallin, qui est la seconde lentille convergente naturelle de l'œil. Il a un petit peu le même rôle que la cornée. On peut voir son action sur une lettre. Si on pose le cristallin sur une lettre, on va voir que cette lettre va s'agrandir comme un effet loupe. Il se contracte plus ou moins, il se déforme sous l'action des muscles ciliaires et de l'humeur vitrée. Voilà. Après, l'humeur vitrée, c'est une substance transparente et gélatineuse qui maintient la rétine en état et qui garde la structure de l'œil. C'est elle qui donne la structure arrondie de l'œil que l'on connaît. Et on a également l'humeur aqueuse. Donc lors de la dissection, c'est le liquide marron qui coule de l'œil quand on le troue, clairement. Et quant à elle, elle nourrit la cornée et protège le cristallin de toutes les attaques qu'il pourrait y avoir liées aux UV ou tout. La rétine est une mince membrane qui couvre en grande partie le fond du globe oculaire. C'est là où se concentre toute la lumière et elle se compose en 3 parties distinctes. La première partie est composée de photorécepteurs, donc les cônes et le bâtonnet, qui permettent la vision des couleurs ainsi que la vision centrale. La seconde partie, quant à elle, est composée de cellules qui vont regrouper tous les messages perçus par les photorécepteurs. Et la troisième partie de la rétine comporte en fait toutes les cellules qui vont composer le nerf optique. Le nerf optique, c'est un nerf qui va permettre de transporter, d'enregistrer et d'interpréter grâce au cerveau toutes les images. La macula ainsi que la fovea sont les 2 parties de la rétine qui sont diamétralement opposées à la cornée, qui vont avoir la plus grande abondance de photorécepteurs et donc avoir la meilleure acuité visuelle. Le nerf optique est un nerf crânien qui concentre 1 million d'axones, donc ce qui est énorme,
et qui va permettre d'acheminer chaque image jusqu'au cerveau pour après avoir leur interprétation. Dans le cadre de notre TPE, nous avons décidé de faire la dissection d'un œil afin de nous rendre compte un petit peu plus encore de la place que prenait chacun des éléments de cet organe. Nous avons décidé de disséquer un œil de bœuf qui est assez proche en réalité de l'œil humain. Nous avons eu besoin pour ce faire d'une caméra pour pouvoir retransmettre chacun de nos faits et gestes. Nous avons également utilisé des ciseaux, un scalpel, une pince, une boîte pour réaliser la dissection, histoire que lorsque l'on ouvre l'œil, l'humeur vitrée et l'humeur aqueuse ne s'épandent pas partout sur notre table. Nous avions forcément besoin d'une blouse, de gants, ainsi que d'un microscope pour pouvoir examiner la rétine une fois la dissection terminée. Notre dissection va se décomposer en 5 parties distinctes. Premièrement, on va tout d'abord commencer par distinguer les différentes parties de l'œil. Donc on va trouver assez aisément le nerf optique, les muscles, la graisse, ainsi que la partie supérieure de l'œil, celle qui nous intéresse. On va ensuite enlever les parties non nécessaires à notre dissection. Donc ça sera les muscles, la graisse qui sont autour de l'œil. On ne touche évidemment pas au nerf optique qui est une partie très importante pour notre dissection. Et après cette opération, nous pourrons distinguer la cornée, le nerf optique ainsi que la sclérotique. Après, on va disséquer le globe oculaire en 2 parties. On va pouvoir, après cette opération, observer le cristallin, l'humeur vitrée et l'humeur aqueuse qui vont commencer peu à peu à couler du globe oculaire. Ensuite, nous pourrons observer l'iris et la pupille. On va pouvoir également, dans le creux de l'œil, pouvoir observer la rétine et la choroïde. Après, on peut voir le cristallin qui est dans l'humeur vitrée et on peut voir ses fonctions agrandissantes en le mettant sur une lettre, donc par exemple comme ici sur masse. On va procéder à l'observation d'une coupe de rétine au microscope. Et sur cette coupe de rétine, nous pouvons distinguer les bâtonnets et les cônes qui servent à la perception de l'image, à la transmission du message capté par la rétine, par ces bâtonnets, jusqu'au nerf optique et donc par la suite au cerveau. Je vais maintenant vous expliquer le fonctionnement de l'œil humain. Le fonctionnement de celui-ci peut être comparable à celui d'un appareil photo. Donc on peut l'expliquer en différentes étapes. Donc tout d'abord, la lumière va arriver au diaphragme, par le diaphragme qui est la pupille, donc qui se déforme plus ou moins selon s'il y a beaucoup de luminosité ou pas. Donc cette lumière va passer par la cornée, puis ensuite par le cristallin. Et ce cristallin se déforme plus ou moins pour former une image plus ou moins nette sur la rétine, qui est l'écran de l'œil. Donc cette lumière va ensuite être convertie par les photorécepteurs de la rétine et les neurones de la rétine en impulsions électriques qui vont passer par le nerf optique avant d'aller au cortex cérébral. Donc la rétine de l'œil est formée de photorécepteurs, donc ce sont ces photorécepteurs qui transforment le signal lumineux en signal nerveux. Et ces signaux nerveux vont être envoyés à la 2e couche de la rétine, puis aux cellules ganglionnaires, puis au nerf optique, donc ce qui va permettre d'avoir une vision. Donc le champ visuel est divisé en 2, donc la moitié gauche du champ visuel est perçue par la rétine droite et la moitié droite par la rétine gauche. Donc ensuite, la moitié des fibres s'entrecroisent près de l'hypophyse et ces fibres vont vers le cortex visuel qui va interpréter la vision. Donc le cortex visuel, il va trier les informations à analyser. Donc on a environ une trentaine d'aires cérébrales et ces trentaines d'aires cérébrales sont complémentaires. Donc il y en a une par exemple pour les couleurs, une pour les textures et des choses comme ça. Et ça permet d'avoir une vision précise. Et ce cortex visuel reçoit les informations par les 2 yeux. Nous avons ensuite réalisé une expérience en physique pour mettre en évidence la formation de l'image sur la rétine. Pour cela, nous avons disposé de 2 seringues d'eau, d'une maquette avec une poche, d'une source lumineuse et d'un objet rouge précis. Pour cela, nous avons rempli plus ou moins la poche qui était disposée sur la maquette à l'aide des 2 seringues. Et cette poche symbolise le cristallin. On a donc pu voir que le cristallin pouvait se déformer comme cette poche. Ensuite, on pouvait avoir une formation de l'image à l'envers sur un écran au fond de la maquette qui était plus ou moins grande selon la position de l'objet par rapport à la source lumineuse et par rapport à la maquette et par rapport au remplissage de la poche avec les seringues d'eau. Cela nous donc montre que le cristallin peut se déformer. Ainsi, on peut donc faire le lien avec notre TPE parce que certaines personnes vont nécessiter un œil bionique vu qu'elles ont un problème
au niveau de la rétine. Donc elles vont disposer soit d'un implant subrétinien ou d'un implant épirétinien. Et on peut donc voir que cette rétine a un rôle indispensable dans le fonctionnement de l'œil. À présent, je vais vous parler des maladies de l'œil. Donc on va commencer par la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est une maladie qui s'attaque à la partie centrale de la rétine, la macula. Elle existe sous deux formes différentes. La forme sèche qui est présente dans 80% des cas et qui entraîne une disparition lente des cellules de la rétine. Elle existe également sous la forme humide et consiste dans ce cas à une prolifération de vaisseaux sanguins dans la rétine. Dans ces deux cas, elle engendre une tache noire au centre de l'œil. Il y a également la cataracte. Donc la cataracte consiste à une opacification du cristallin. Elle fait baisser la vue car peu à peu, le quotidien perçu par l'individu est de plus en plus sombre. Comme autre maladie, nous avons également le glaucome. Donc cette maladie est une atteinte au nerf optique due à une augmentation de la pression dans l'œil, cette pression devenant trop forte, et ce qui entraîne une réduction du champ de vision. Il y a également la myopie. Cette maladie consiste à un trouble de la vision de loin. Donc les personnes myopes voient flou de loin. Comme maladie, on peut également citer la presbytie. C'est une maladie de l'œil qui apparaît généralement après les 40 ans. En fait, elle se traduit par un dysfonctionnement de l'œil, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à faire la mise au point en vision rapprochée. Donc quelqu'un de presbyte ne pourra plus voir net de près. Nous pouvons également parler de l'astigmatisme. Un œil astigmate est un œil dont la cornée a une forme plus torique, donc comparable à la forme d'un ballon de rugby, alors qu'elle devrait être de forme sphérique, comme une balle de football ou une balle de tennis. Ça a pour conséquence qu'un astigmate va avoir les lignes droites plus ou moins courbes. L'hypermétropie est un trouble de la vision, qui se traduit par une incapacité l'œil à avoir une mise au point nette sur une image rapprochée. Donc l'œil ne peut pas voir net de près, par contre il peut voir net de loin. C'est l'inverse de la myopie. De la rétinopathie diabétique. Cette maladie dégénérative des vaisseaux sanguins de la rétine apparaît chez les patients atteints du diabète. Elle a pour conséquence l'apparition de taches noires dans le champ de vision. Je vais également vous parler de la rétinite pigmentaire. C'est la maladie qui va nous intéresser le plus pour ce TPE. C'est une maladie génétique dégénérative qui affecte la vision, jusqu'à parfois provoquer une cécité. Cette maladie apparaît chez l'individu entre ses 10 et 30 ans. Elle touche tout le monde, que ce soit dans les pays riches ou pauvres, il n'y a pas d'inégalité. Et elle atteint les deux yeux. Donc une fois que le patient est atteint par cette maladie, clairement on ne peut pas faire grand-chose, à part peut-être avec les techniques bioniques qu'on va vous présenter ultérieurement dans ce TPE. Une première révolution a eu lieu dans le monde de la médecine de l'œil en 1990. Cette révolution a vu l'apparition d'un laser capable de corriger la myopie ainsi que l'hypermétropie. On a également eu des implants capables de remplacer le cristallin et donc de soigner la cataracte. Et enfin, on a eu l'apparition d'un certain type de lentille qui, de par sa courbure spéciale, pouvait remplacer le rôle de la cornée et donc corriger l'astigmatie. Mais depuis peu de temps, dans le monde de la médecine sont arrivées de nouvelles inventions permettant de guérir des maladies qui étaient jusque-là incurables. La greffe de cellules. Cette technique permet de remplacer les cellules détruites par de nouvelles cellules qui ont été cultivées in vitro. Cette technique permet de guérir la DMLA, donc la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ainsi que des atteintes ou des maladies de la cornée. Dans ces nouvelles techniques, nous avons également l'implant bionique. Cette technique consiste à remplacer en partie les photorécepteurs rétiniens qui ont été détruits par une puce de 3 mm. Cette technique concerne la rétinopathie pigmentaire. On a également les ultrasons qui permettent de faire baisser la pression dans l'œil sans pour autant toucher au nerf optique et sans pour autant avoir recours à la chirurgie qui peut parfois être une technique assez invasive. Cette intervention permet de soigner le glaucome. Enfin, dans les nouvelles techniques qui sont apparues il y a peu de temps, nous avons la thérapie génique. Cette technique consiste à injecter un gène médicament dans les cellules malades dans le but de les guérir. Cette technique est utilisée pour la DMLA, donc la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ainsi que la rétinopathie diabétique. Nous nous demandons donc comment fonctionne l'œil bionique. Nous allons prendre le cas d'une rétinite pigmentaire. En effet, c'est la cause de la cécité la plus fréquente en Europe et aboutit à la destruction des photorécepteurs qui tapissent le fond de l'œil. Nous utilisons donc une puce qui est implantée sous la rétine dans la zone de la plus grande acuité visuelle de l'œil. L'implant miniature sous-rétinien mesure 9 mm et n'est pas plus épais qu'un cheveu.
Il est tapissé de 1500 capteurs de lumière. La lumière pénètre dans l'œil où elle est captée par l'implant. La puce convertit la lumière en signaux électriques, les amplifie et les transmet à la rétine par une électrode. Les signaux électriques suivent alors une voie naturelle, le nerf optique, jusqu'au cerveau où se créent les images. La transmission de l'énergie et des signaux de commande se fait sans fil à travers la peau par induction électromagnétique. Cela peut se définir par un phénomène physique, condition à l'apparition d'une force électromagnétique. La puce est alimentée par un câble qui passe par la cavité oculaire et rejoint l'arrière de l'oreille où est fixée une bobine réceptrice. Nous avons donc vu l'existence de 2 implants rétiniens. Je vais donc maintenant vous parler de l'implant épirétinien. Celui-ci nécessite que le patient ait la tunique moyenne et interne qui sont endommagées. Seule la tunique externe est en état de marche. Il agit directement sur le nerf optique, car comme vous pouvez le voir, il est situé juste à côté de celui-ci, et il nécessite la stimulation des neurones ganglionnaires, c'est-à-dire les neurones qui vont transmettre le signal nerveux. L'implant épirétinien se fixe dans l'œil à travers une opération chirurgicale au cours de laquelle on sectionne l'œil pour implanter l'implant. Cependant, on nécessite de couper la partie interne, la partie blanche et opaque entourant le globe oculaire. Tout ceci. Cependant, l'implant épirétinien est contraignant. En effet, comme vous pouvez le voir, il nécessite le port d'une caméra externe et donc de lunettes équipées. Les caméras fixent les images aux alentours qui se transmettent à un mini-ordinateur relié grâce à un système de câbles. Le mini-ordinateur traite les informations qu'il reçoit et les envoie directement aux électrodes situées sur l'implant grâce à un système sans fil. Les électrodes transmettent les informations au nerf optique qui les enverra au cerveau qui traitera les informations et pourra reconstituer la vision. Il est assez contraignant car en effet, comme ce sont les caméras qui déterminent les images alentours, le patient doit devoir tourner la tête pour agrandir son champ de vision. En effet, les yeux en soi ne travaillent pas réellement et ne peuvent pas déterminer son champ de vision simplement en bougeant les yeux. Étant donné que l'implant se fixe sur les parties qui sont hors d'état de marche de la rétine, comme vous pouvez le voir, il est fixé sur les parties internes et moyennes de la rétine qui sont dysfonctionnelles. Ainsi, il nécessite un protocole un peu différent. Les messages sont transmis et reconvertis en impulsions électriques qui seront captés par le nerf optique et retransmis au cerveau. L'implant subrétinien, contrairement à l'implant épirétinien, est utilisé lorsque seule la tunique externe de l'œil est hors d'état de marche. Son fonctionnement se rapproche de celui des photorécepteurs, c'est-à-dire que la lumière qui est entrée dans l'œil est captée par l'appareil et ses capteurs, qui sont transformés en signaux électriques et envoyés aux couches du globe oculaire qui sont opérationnelles et envoyés au cerveau par l'intermédiaire du nerf optique. Donc, l'implantation de cet implant se fait grâce à une opération chirurgicale au cours de laquelle on commence par sectionner la partie blanche et opaque du globe oculaire, ainsi que la membrane interne qui tapisse le globe oculaire. Donc, on y insère une tige flexible. Cependant, cela a pour conséquence le retrait de l'humeur vitrée, donc qui endommage la structure interne de l'œil. C'est pour ça que cette opération est plutôt compliquée. Mais le retrait de l'humeur vitrée est indispensable pour la réussite de l'opération. Cependant, certains chercheurs ont mis au point une technique qui apparemment permettrait seulement une division un peu de l'humeur vitrée, mais qui endommagerait moins la structure de l'œil. Donc l'utilisation de cet implant est peu contraignant, car le patient peut tourner les yeux pour orienter son regard. Il se comporte comme n'importe quelle personne n'ayant aucun problème visuel, bien qu'on puisse voir qu'il porte un implant subrétinien. Cependant, l'implant n'est pas autonome, c'est-à-dire qu'il est équipé d'une batterie externe que le patient porte à la taille et qui a besoin d'être rechargée. Aussi, il ne permet pas une reconstitution complète des images, seulement de 1000 à 1500 mpda. C'est-à-dire que, en fait, pour un implant, plus il y a de capteurs sur cet implant, plus l'image reconstituée est réelle et bien nette. Cependant, la taille de l'implant est très petite, particulièrement dans l'implant subrétinien, ce qui fait qu'il est peu contraignant. Mais comme il est petit, le nombre de capteurs présents sur l'implant est assez restreint, donc l'image reconstituée est
pas réellement nettes, ce sont seulement des visions que le patient peut avoir, ce qui lui permet cependant de s'orienter et d'être plus autonome par rapport à une personne qui n'aurait totalement perdu la vue. Je vais maintenant vous parler de l'implant cortical. Donc l'implant cortical, c'est pour les personnes qui souffrent d'une cécité corticale. Donc c'est quand le nerf optique est endommagé, mais que par contre tout ce qui est visuel, donc la rétine et autres, fonctionne bien. Donc cet implant cortical a été développé après l'implant épirétinien ou implant suprarétinien, et il a permis donc de toucher de plus en plus de personnes. Donc pour cet implant cortical, donc les personnes qui disposent de cet implant cortical, elles ont une paire de lunettes. Donc sur ces lunettes, on a une caméra qui se situe au milieu. Donc en fait, on porte des lunettes pour une question d'esthétique, mais la caméra pourrait être positionnée n'importe où sur le patient. Et cette caméra elle va filmer les images grâce à la lumière qui rentre dans la caméra. Et ces images vont être transmises à un petit ordinateur que le patient a au niveau de dans un boîtier donc, qui est au niveau de sa ceinture ou dans un petit sac. Et la caméra est reliée par un petit câble fin qui passe derrière l'oreille du patient comme ça. Et le micro-ordinateur, il va il va convertir les images en signaux électriques qui vont ensuite être retransmis par un autre câble au cerveau du patient. Et le câble, il va jouer le rôle du nerf optique que le patient n'a pas parce qu'il est souffrant. Et il va envoyer ces images à une puce électronique. Donc cette puce électronique, elle est composée de 16 électrodes, de 16 grilles composées de 16 électrodes, donc ce qui permet d'avoir une vision à peu près pas mal. Et sur ces 16 grilles, on va avoir l'apparition de faisceaux de points lumineux qui vont permettre de former une image pour le patient. Et c'est le cerveau qui va devoir les remettre dans un ordre pour avoir une sorte de vue. Nous avons ensuite réalisé un tableau comparatif entre les différents types d'implants et nous avons révélé les avantages et inconvénients de ceux-ci. En premier lieu, on a réalisé un tableau comparatif entre l'implant rétinal et celui cortical. Tout d'abord, les conditions d'utilisation sont différentes. En effet, l'implant rétinal est utilisé lorsqu'il y a un dysfonctionnement des photorécepteurs de l'œil qui sont situés dans les cellules de la rétine qui sont alors endommagées, alors que l'implant cortical est utilisé, lui, lorsque le nerf optique est endommagé. Ensuite, on a cherché les avantages et les inconvénients de l'implant rétinal et celui cortical. Donc pour l'implant rétinal, les inconvénients sont que les contraintes diffèrent selon le type d'implant utilisé. Donc on verra cela dans le deuxième tableau comparatif qui sera entre l'implant subrétinal et l'implant épirétinal. Et comme avantage, on a que l'opération subie afin de poser l'implant est plus facile en effet. Il n'y a pas d'ouverture de la boîte crânienne et pas d'électrode à implanter dans le cerveau. Donc on peut dire que l'implant rétinal est assez autonome. Ensuite, pour l'implant cortical, comme inconvénient, donc on a un port de lunettes de soleil. Ce ne sont pas des lunettes de soleil, mais il faut absolument porter ces lunettes parce qu'elles ont la caméra au milieu des lunettes. Et donc ça permet de faciliter le port de la caméra et c'est une raison d'esthétique. Et comme avantage de cet implant cortical, c'est qu'il n'utilise pas l'œil et que du coup le patient peut le retirer, sauf le câble, il peut retirer l'implant sauf le câble qui lui est relié au cortex cérébral et qui lui doit rester fixe. Ensuite, on a réalisé un deuxième tableau comparatif. Donc ce deuxième tableau comparatif est entre les deux types d'implants rétiniens, donc c'est-à-dire l'implant subrétinal et l'implant épirétinal. Donc encore une fois, les conditions d'utilisation sont différentes. L'utilisation est différente. Donc l'implant subrétinal est utilisé lorsque la tunique externe de la rétine est endommagée, alors que l'implant épirétinal est utilisé lorsque seule la tunique moyenne et interne de la rétine présente une déficience. Aussi, chacun de ces implants ont des avantages et des inconvénients. Donc pour l'implant subrétinal, un avantage serait qu'on peut déplacer son regard rien qu'avec les yeux et on n'est pas obligé de tourner la tête. Donc la personne qui dispose d'un implant subrétinal peut se comporter comme n'importe quel individu n'ayant aucun problème visuel. Et aussi la taille de l'implant est plus petite que celle d'un implant épirétinien. Et comme inconvénient, l'opération de pose de l'implant nécessite le retrait de la lumière filtrée, ce qui endommage la structure de l'œil et il n'est pas autonome. Pour l'implant épirétinien,
comme avantage, on a une opération qui est plus facile. Il stimule directement le nerf optique. Mais comme inconvénient, on a qu'il oblige l'utilisateur à porter la caméra externe dans les lunettes équipées. Et de plus, le patient qui va porter un implant épirétinien va devoir tourner la tête pour agrandir son champ de vision, car comme c'est la caméra qui capte les images, il est inutile pour lui juste de tourner les yeux, il doit absolument tourner toute la tête. On peut maintenant citer les inconvénients que peut poser cette prothèse bionique. Le premier serait d'abord que les spécialistes ne savent pas encore si cette intervention chirurgicale peut engendrer des effets secondaires au fil du temps, car l'œil bionique est une avancée technologique très récente et de ce fait les effets secondaires ne sont pas encore connus par les spécialistes. Ensuite, les personnes qui ont reçu un œil bionique, qui ont subi l'opération, sont devenues plus indépendantes, donc ça c'est un point positif. Mais cependant, il est important de souligner que cette prothèse a des limites, car la résolution de l'image est très limitée. On a une vision en noir et blanc, même quand on a les caméras, quand on a les lunettes équipées de la caméra miniature. Mais après, les programmes d'expérimentation qui sont en cours, et l'évolution technologique devrait aboutir à un meilleur résultat dans les années à venir. Donc c'est bien une innovation qui bouge encore et qui va de plus en plus s'améliorer. Les patients se servaient du modèle de scoreboard pour visualiser un peu à quoi ressemblait le monde bionique, afin de se décider s'ils choisissaient de porter un œil bionique ou non. Le modèle de scoreboard représente une grille de points où chaque électrode produit un point visible dans l'espace, et ces points ont pour but de montrer ce que la vision restaurée va ressembler. Cependant, les scientifiques ont trouvé ce modèle inadéquat. En effet, il y a différents types d'appareils et pour chaque appareil, la perception est différente. Nous avons donc choisi d'utiliser l'Argus 2, qui était l'œil bionique le plus implanté dans le monde. L'Argus utilise un modèle pixelisé qui envoie des flashs aux patients. Plus son environnement est clair, plus il y a de flashs. Au contraire, moins l'environnement est clair, moins il y a de flashs. Cela permet au patient de s'orienter dans son environnement. Il peut par exemple localiser une fenêtre d'où provient la source de lumière, car les flashs seront plus importants, ou distinguer un espace plus clair d'un espace plus sombre. On peut parler de l'œil bionique sans évoquer sa commercialisation. Tout d'abord, l'œil bionique a été développé par le labo américain Second Sight. Donc, il a obtenu le marquage CE en Europe en 2011 et après il a obtenu aux États-Unis la FDA américaine en 2013. Donc, c'est donc le premier à se lancer dans le domaine de l'œil bionique et c'est aujourd'hui le leader. Mais cependant, il a certains concurrents, par exemple le français Pixium Vision, qui lui s'est développé bien plus tard son concurrent américain. En effet, ce laboratoire a obtenu le marquage CE le 25 juillet 2016, donc bien après son concurrent américain. Mais celui-ci vise à se différencier de celui-ci. Il propose une qualité de vue bien meilleure. Donc on a par exemple 130 électrodes. On a une qualité de vue qui est en réel, alors que pour le laboratoire américain, eh bien, c'est pas en instantané. Et aussi, l'implant développé par Pixium Vision est retirable, contrairement à Second Sight. Donc Second Sight est en effet toujours le leader, mais il y a aussi un autre concurrent qui est allemand, qui s'appelle Alpha IMS. Donc ces trois laboratoires sont, on va dire, les plus importants de nos jours. Et en effet, ils veulent toucher un marché qui est de plus en plus grand, parce que de nos jours, on a 40 à 45 millions de personnes qui sont aveugles, et ce nombre va augmenter suite à l'augmentation de l'espérance de vie, parce que du coup, il va y avoir une augmentation du nombre de rétines pigmentaires. Et pour ce qui concerne Second Sight et Pixium Vision, donc ils touchent un public qui est d'environ 3 millions de personnes, si on considère le marché européen et le marché américain. Et ce marché est, on va dire, florissant parce que aujourd'hui, malgré le fait que l'implant bionique coûte 96 000 €, le chiffre d'affaires de la compagnie, par exemple, du laboratoire Second Sight, est de 8,9 millions de dollars par an. Et aujourd'hui, de nouvelles innovations apparaissent. On a par exemple l'exemple des lentilles bioniques. Notre TPE repose sur une innovation technique particulièrement moderne. Il s'agit en effet des yeux bioniques, 1, 2, 3, qui ont pour but d'aider à surmonter, particulièrement les personnes âgées, à surmonter leur handicap physique. Cependant, nous avons relevé d'autres innovations particulièrement extraordinaires, telles que le robot Sophia, qui a été créé par Davin Hanson à Hong Kong,
qui aide elle aussi à sa manière les personnes âgées, car elle a été créée dans le but de les aider dans leurs tâches quotidiennes, à traverser la rue, dans leur maison pour toutes les tâches ménagères, etc. Cependant, dans son pays d'accueil, pour l'instant c'est l'Arabie Saoudite, elle surmonte aussi un handicap social et les mentalités du pays. En effet, Sophia est une femme, elle n'est ni voilée, elle peut entretenir une conversation, sa peau est faite de la même matière qui imite celle d'un humain. Elle peut mimer les expressions, apprendre et penser par elle-même. Ainsi, Sophia a toutes les caractéristiques d'un humain. Cependant, c'est une femme qui n'est ni voilée, mais elle brise les conventions de l'Arabie Saoudite et les aide à surmonter leur mentalité parce que ce pays est particulièrement chargé par son histoire de discrimination des femmes. Donc Sophia tente de faire reconnaître les droits des femmes à travers ses droits à elle, car elle exige en effet des droits de robot. Plusieurs interviews ont été effectuées où le gouvernement s'exprime aux côtés de Sophia, qui est intégrée comme un être humain à part entière, mais qui a pour l'instant les mêmes droits que les droits d'une femme ordinaire en Arabie Saoudite, mais qui compte faire évoluer les mentalités pour une liberté plus grande des femmes. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Je suis le professeur Virgile Lapierre au centre hospitalier de Tourcoing. Super, super. Alors, étiez-vous au courant de l'existence des yeux bioniques? Alors oui, j'avais déjà eu vent de cette technologie, mais je n'en sais pas plus que ça. Et qu'en pensez-vous du coup? C'est encore assez expérimental, ce n'est que le début, il y a encore une grande marge de progrès. Et ce n'est pas encore vraiment accessible au grand public, les prix sont assez élevés, donc il y a un petit peu de progrès à faire à ce niveau-là également. Et est-ce que vous avez reçu une formation spéciale pour la diffusion de la bionique? En aucun cas. Les seules informations que j'ai pu avoir sur cette technique étaient dans les revues d'ophtalmologie, nulle part ailleurs. Ah d'accord. Et est-ce qu'il y a encore des recherches à approfondir sur ce sujet? Ouais, carrément. C'est une technologie qui va être révolutionnaire, mais il va falloir travailler, faire des recherches, approfondir, perfectionner cette technique avant qu'elle soit opérationnelle. Et dans quel sens va évoluer la recherche? L'ophtalmologie dans le cadre de la médecine, c'est un peu à la pointe de la technologie, donc comment ça va évoluer, c'est un peu compliqué à prédire maintenant, mais ça va évoluer dans le sens de toutes les technologies de pointe qu'on peut avoir de nos jours. Et pensez-vous que cela puisse vraiment changer la vie des gens? Ce concept, il y a une dizaine d'années, était assez utopique, et depuis 5-6 ans, on voit une réelle différence. On voit des personnes qui peuvent distinguer des formes, des lettres. Donc oui, si on garde espoir, si on peut faire changer cette technique, la faire évoluer, on peut espérer peut-être un jour qu'elle changera réellement des vies. Et dernière question, est-ce qu'on a des yeux bioniques à Lille? Non, les yeux bioniques, c'est juste le début. Donc on n'en trouve pas à Lille encore, on en trouve dans les CHU, les gros CHU, ou alors à la limite dans les labos privés. D'accord, bon bah merci beaucoup. Pas de soucis. Au revoir. Au revoir. Donc, après l'étude que nous avons menée à partir du cas de Charlotte de Métrache, nous pouvons conclure que pas réellement l'œil bionique lui a permis de surmonter sa cécité, mais lui a plutôt permis de trouver un compromis entre une vision absolument parfaite d'une personne n'ayant aucun problème visuel et la vision toute noire d'une personne qui a totalement perdu la vue. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir percevoir des images par flash, suivant l'implant qu'elle a choisi, mais cela signifie beaucoup pour elle. Elle va être plus autonome, elle va pouvoir se déplacer seule dans les rues parce qu'elle va pouvoir distinguer certaines formes, c'est-à-dire qu'elle va peut-être pouvoir distinguer la rue d'une route et donc se déplacer sans réellement de danger parce qu'elle verra la voiture arriver. Elle peut cuisiner elle-même, comme on l'a dit précédemment, elle peut faire la différence entre les petits et les gros objets, c'est-à-dire qu'elle pourra situer son frigo dans son appartement. Évidemment, elle aura peut-être besoin d'aide au début parce que c'est un implant qui est assez spécial, on a besoin d'apprendre son fonctionnement, mais une fois qu'on est habitué, oui, on peut réellement être autonome. Ce n'était pas réellement un remède à la cécité, mais c'est un remède à son handicap qui lui a un peu gâché la vie.